guerre permanente et conflits nouveaux, de quoi devons-nous nous inquiéter? Évidemment, traiter un sujet comme ça, on ne peut être que partiel, et puis c'est un peu hasardeux. Par quel bout prendre cette affaire? C'est la première question que je me suis posée. Alors je crois que tout d'abord, il faut évacuer la morale, parce que toute guerre, par principe, toute guerre au sens traditionnel du terme, même tout conflit, devrait interpeller les chrétiens, les choquer, les inquiéter, les inquiéter. En tout cas, ne pas les laisser indifférents. Bon, la réalité, vous la connaissez bien, elle a été rappelée tout à l'heure, c'est qu'en général, on ne se sent concerné comment dire, à due proportion de notre proximité avec le dit conflit. Et puis, il y a guerre et guerre, d'intensité différente, de modalités, de visibilité différentes. N'oublions pas que il y a partout dans le monde des guerres qu'on ne voit pas, parce qu'elles ne peuvent pas s'exprimer dans les médias notamment. Nous allons y venir. Pour commencer cet exposé, une notation. Une notation qui est que après 80 ans de paix en Europe, 80 ans de paix en Europe, la guerre n'est plus aujourd'hui pour nos concitoyens un objet lointain. Cette perception n'est pas du tout neutre. La situation internationale génère effectivement beaucoup d'inquiétudes, et ces inquiétudes ont fait remonter dans l'ordre des préoccupations de nos concitoyens la guerre au troisième rang de leurs préoccupations. C'est un sondage Ipsos, pas sorti à la fin du mois de mars, et que commentait Jérôme Fourquet, que vous connaissez sans doute, là, celui de l'archipel, etc., qui exprimait que derrière le pouvoir d'achat, derrière le système de soins, en troisième position, c'est la situation internationale qui préoccupe nos concitoyens, avant la montée de la délinquance, avant l'immigration, avant la protection de l'environnement. Ça, c'est tout à fait inédit depuis ces dernières décennies. Sur une opinion qui a déjà été très marquée par la crise du Covid, sont cause de cette remontée de préoccupation, évidemment, la guerre en Ukraine, qui est toute proche, avec ses conséquences économiques, politiques, militaires, et puis la prise de conscience assez brutale que les États-Unis du président Trump n'étaient plus un allié fiable. Plus généralement, on a aussi la perception que monte une sorte de diplomatie de la force, de la force à laquelle on n'était pas habitué, mais dont les conséquences forcément nous affectent. Et puis, il y a des guerres partout. Il y a des guerres partout que les journaux télévisés nous servent à flux continu, hein, et ça, c'est de nature à inquiéter nos concitoyens. Une véritable inquiétude qui vient du sentiment que finalement tout est possible aujourd'hui, que tout est possible. Et c'est tout mais quoi, mais c'est cette incertitude qui elle-même me paraît anxiogène. Bon, voilà qui valide pleinement le thème de l'échange de ce soir. Alors, je vais essayer d'éviter trop de lieux communs. Mais enfin bon, il y a quand même des lieux communs. Et puis, je considère aussi que vous lisez tous le journal, et je ne vais pas ni lister les conflits, ni commenter chacun d'entre eux, enfin, et essayer d'avoir un propos général qui vous permette après de réfléchir et de rebondir. Voilà. Alors, je dis que je vais éviter les lieux communs, mais je commence par un truisme d'évidence, qui est que la guerre a toujours existé. La guerre a toujours existé, et depuis
Depuis l'Antiquité, le principal moteur des sociétés organisées, c'est la quête de puissance. La quête de puissance, c'est le trait commun de toutes ces sociétés. Et pour servir cet objectif, le moyen le plus facile, le plus usité, ça a été la guerre. Ça a été la guerre. Cependant, cette notion de guerre, comme on l'entend dans la mémoire occidentale, elle ne correspond plus à la conflictualité actuelle. Car les guerres ont profondément changé de visage. La guerre a profondément changé de visage. On est passé d'un affrontement sanglant entre des hommes à une forme d'hybridité qui caractérise les conflits actuels. Alors on a évidemment un certain nombre de lignes de force à tirer de ces conflictualités des temps présents ou des temps annoncés en regardant les inquiétudes qu'elle génère, en même temps peut-être que d'essayer d'en tirer quelques éléments qui pourraient être plus positifs. C'est difficile de trouver du positif dans les conflits et dans les guerres, mais dans la situation, non pas de chaos, je ne dirais pas ça, mais de troubles dans lesquels nous nous trouvons, il y a quand même quelques perspectives qui permettent d'espérer. La guerre donc, je vais voir comment on passe de la guerre classique à la guerre hybride, et on n'est pas au bout du chemin. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas vous présenter la longue liste des conflits qui sévissent aujourd'hui de par le monde, et que encore la semaine dernière, la question du Cachemire, qui est toujours brûlante entre l'Inde et le Pakistan, a failli rallonger encore. Je voudrais d'abord m'arrêter sur la représentation de la guerre dans l'imaginaire européen. C'est une représentation qui est par construction ethnocentrique, puisque c'est la nôtre, et qui est toujours largement la grille de lecture de nos concitoyens. La guerre, dans la tête des gens, dirais-je pour simplifier, c'est une action militaire, c'est une action sanglante, c'est une action la plupart du temps masculine, qui est opérée par des États, que ce soit une guerre de conquête, une guerre de défense, une guerre d'indépendance. La guerre est toujours légitimée politiquement par les uns ou par les autres, mais elle repose la plupart du temps sur des règles visibles, des règles d'engagement, des règles de conflit, et puis aussi des règles de fin. Et enfin, la guerre est censée déborder assez peu du champ qui circonscrit le combat. Là, c'est la vision classique, traditionnelle, européenne de la guerre telle qu'elle est établie à peu près depuis le XVIIe siècle, là, depuis les traités de Westphalie en 1648. Ce type de guerre a été le grand ordonnateur de la vie internationale ces derniers siècles. C'est ce type de guerre qui a permis d'édifier la carte des États-nations au XIXe siècle. C'est ce type de guerre qui a traduit les ambitions territoriales et politiques des grandes idéologies du XIXe et du XXe siècle, l'expansion coloniale, le pan-germanisme, le nazisme, le communisme. Et ce type de guerre, en miroir, est aussi à la base de la construction européenne au XXe siècle, pour ne plus jamais voir ça. Enfin, le plus jamais ça, c'est la Première Guerre mondiale. La construction européenne, c'est la seconde, mais ça participe quand même de la même idée, et est évidemment aussi à l'origine de la création des grands édifices de régulation mondiale de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale à l'Organisation des Nations Unies et au Conseil de sécurité. Voilà pour la guerre classique. Mais si on considère que la recherche de puissance
la recherche de puissance est toujours peu ou prou le maître étalon de la relation interétatique, hein, il faut être un peu cynique, mais c'est quand même ça. Les modalités et le terrain de cette guerre classique se sont beaucoup déplacés ces dernières années et de façon très accélérée, faisant intervenir à la fois de nouveaux concepts, de nouvelles dimensions de la guerre, d'autres acteurs, tant civils que militaires, publics que privés, et qui, petit à petit, engagent finalement toute la société. Les guerres d'aujourd'hui, elles sont hybrides. Elles ajoutent, en les mélangeant aux modalités militaires traditionnelles, d'autres armes. D'autres armes qui ne sont pas forcément aussi létales, mais qui sont toujours très, très violentes parce qu'elles mobilisent tous les moyens utiles à l'affaiblissement de l'adversaire. L'idée, c'est de miner sa capacité de résistance, quelle qu'elle soit, en s'attaquant de façon directe ou indirecte à la structure même de l'environnement social, de l'environnement de notre société. Ce sont les pressions économiques, ce sont les pressions financières, ce sont les blocus jusqu'à l'asphyxie, quelquefois, on le voit, de territoire. Ce sont bien sûr aujourd'hui les agressions numériques, ce sont toutes les manœuvres de désinformation, c'est l'utilisation de structures relais, les fameux proxys. Alors ces proxys, ça peut être des milices, ça peut être des États relais, ça peut être des organisations non gouvernementales, ça peut être des partis politiques, ça peut être aussi le terrorisme, qui est une façon autre de faire la guerre et qui peut être commandité par des États pour nuire à la cible que l'on veut atteindre. C'est donc progressivement substitué au triptyque dont on avait l'habitude, qui est le triptyque paix, crise, guerre, paix, crise, guerre, progressivement. Un triptyque un peu différent, avec un nouveau contexte stratégique international, qui est un contexte permanent, triptyque qui a été caractérisé par le chef d'état-major des armées, notre coreligionnaire, le général Burkhardt, de la façon suivante: compétition, contestation, affrontement. Compétition, contestation, affrontement. Ces trois termes ne désignant pas une intensité graduelle du conflit, mais des modes conflictionnels distincts. Alors la compétition, tout d'abord. La compétition, on peut considérer que c'est pas la guerre, c'est une forme de course à la puissance, par tout l'environnement social. Ce que j'appelle l'environnement social, c'est ce qui fait la société dans un pays. Cette compétition, elle porte absolument sur toutes les dimensions, toutes les structures qui permettent à la société de perdurer comme un acteur stratégique. C'est l'économie, c'est le commerce, mais c'est aussi la recherche, c'est la maîtrise des systèmes de communication, c'est l'influence, c'est l'érection des normes, très important, ou l'utilisation du droit. Tous ces outils participent de la compétition entre États pour s'assurer une part de puissance, une capacité supplémentaire. Cette compétition, elle est évidemment permanente. L'hostilité n'est pas affichée dans cette compétition, mais chacun est bien conscient qu'elle peut être plus ou moins loyale et la déloyauté plus ou moins désinhibée. Ça, c'est la compétition. La contestation, c'est un mode un peu différent.
à partir d'un enjeu identifié chez l'adversaire, qui peut être une revendication territoriale ou un enjeu politique ou religieux, on va mettre en mouvement toutes ces armes hybrides dont j'ai parlé tout à l'heure, tous ces moyens hybrides, tous sont bons pour provoquer, et souvent de l'intérieur, la réduction de la cible, l'affaiblissement, encore une fois, de l'adversaire. Et ça, c'est déjà une forme de guerre par l'influence, par l'image, par les pressions. On n'est plus dans la compétition, on est dans une forme déjà extrêmement agressive. Et puis la troisième modalité dont notre chef d'état-major des armées parlait, c'est l'affrontement. Et ça, l'affrontement, c'est les heurts militaires directs, à l'ancienne, dirais-je, traditionnelle, bien que l'irruption de nouvelles approches et de nouvelles technologies, par rapport depuis 10 ans, l'utilisation des drones, l'utilisation de l'intelligence artificielle, les surveillances satellitaires, tout ça rend cet affrontement beaucoup plus professionnel et complexe. Le but de l'affrontement, c'est la destruction des forces vives de l'ennemi. Et encore une fois, ces trois modes, ils ne sont pas ni successifs ni en intensité progressive. On commence pas par l'un pour passer à l'autre. Ils peuvent aussi coexister. Ainsi, la guerre prend-elle une forme nouvelle, des formes qui sont couvertes, qui sont confuses, qui sont inattendues, mais dont le résultat est qu'elles embarquent toute la société. Elles embarquent toute la société, que les populations s'en trouvent partie prenante sans le vouloir et sans même quelquefois le savoir ou le comprendre. En tout cas, le monde moderne a rompu avec l'idée que la paix pouvait être permanente. Si on considère comme valide ce triptyque compétition, contestation, affrontement, c'en est fini de la paix. Militaire ou non, la guerre ne mobilise plus uniquement les appareils étatiques comme autrefois, mais les sociétés dans leur ensemble. La guerre ne se limite plus à une bande de terrain que se disputent des hommes où les hommes se tuent. L'homicide reste évidemment l'aspect le plus dramatique des guerres modernes, mais il n'est pas toujours le plus déterminant. En effet, il est, comment dire, je ne veux pas vous paraître cynique, mais il est moins difficile de reconstruire une ville en ruine et de remplacer ses habitants que de s'affranchir d'un écheveau aujourd'hui complètement mondialisé de dépendance économique ou cognitive. Là, on va, passer à un concept nouveau, un peu différent, dont sans doute vous n'avez pas l'habitude. Cette façon d'embarquer l'ensemble de la société, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre hors limite. La guerre hors limite. Hein, on a vu comment on était passé de la guerre traditionnelle sur laquelle on a plugué, comme diraient les jeunes, des éléments hybrides de plus en plus, jusqu'à ce que l'élément militaire ne soit finalement que non pas anecdotique, non pas secondaire, mais qu'un élément parmi d'autres de la compétition et de l'affrontement. On passe à la guerre hors limite. Alors la guerre hors limite, c'est un concept qui a été décrit à la toute fin du XXe siècle, dans un ouvrage publié par deux officiers supérieurs chinois dont j'ai le nom, Qiao Liang et Wang Xiangshui. C'est passé totalement inaperçu à l'époque, sauf de quelques spécialistes, mais ce sont les Chinois qui ont écrit ça. Partant
du concept stratégique global de la fin du XXe siècle. Concept stratégique global de la fin du XXe siècle, rappelez-vous, c'est l'interpénétration des mondes économiques, politiques, scientifiques, culturels, militaires, tout ça se mélange. C'est une mondialisation aimable avec en principe une répartition des tâches avec l'usine en Chine, etc. Chacun le connaît. Et nos deux officiers chinois, ce qu'ils ont exprimé, c'est que précisément, loin d'ouvrir une ère de paix, la mondialisation portait en germe, en ce qu'elle favorisait la mise en réseau des différents côtés des différents domaines de l'industrie humaine, qu'elle portait en germe une nouveauté absolument radicale, qui était l'abolition de toute frontière séparant le monde de la guerre et le monde de la non-guerre. Voilà, il n'y a plus de différence. Tout ça, c'est un peu la même. Tout ça, c'est un peu la même chose. Si la dissuasion, la destruction mutuelle, sur la destruction mutuelle assurée, dissuade encore les puissances nucléaires de se heurter directement. Et on l'a vu le week-end dernier avec ce sursaut de sagesse que le Pakistan et l'Inde ont eu finalement en reculant pour essayer de calmer le jeu. Jusqu'à quand? Le feu n'est plus le seul moyen de soumettre l'ennemi. La guerre, elle est sortie des bornes étroites de la létalité. Hein. On fait la guerre pour tuer des adversaires et elle remise absolument aux oubliettes toutes les distinctions entre les mondes civils et militaires. La grande nouveauté du XXIe siècle, tirée de ce nouveau concept de guerre hors limite, c'est donc l'extra-militarisation de la guerre. Si on fait un peu d'archéologie de la pensée, Jean Guiton, en 1969, avait déjà noté que un jour les victoires ne se remporteraient plus avec des canons. Hein. Bon. Je ne sais pas s'il avait exactement en tête le concept de guerre sans limite, mais de fait, on y est. Aujourd'hui, on peut mettre à genoux un État, une puissance, un adversaire, sans tirer un seul coup de feu. De fait, dans des systèmes qui sont aussi intriqués que les grands systèmes, aussi intriqués, aussi complexes que sont les nôtres. Je pense au système de communication, au système financier, au système de circulation de l'énergie. Une attaque informatique ou une manœuvre financière, ce sont devenus des actes qui ont une toute autre portée destructrice qu'un coup de feu. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et le meilleur moyen de vaincre n'est plus de tuer, mais de contrôler. La fin de la létalité comme paradigme de la guerre n'exclut pas pour autant la violence. On n'a jamais vu une seule victoire qui se soit gagnée exclusivement dans la douceur. La violence, elle se manifeste autrement. Hein, ça ne tue pas, ça ne blesse pas forcément, mais ça n'est pas, c'est quand même l'asservissement de l'adversaire, où on le plie à ses volontés à la fin. Un élément à prendre en compte aussi, c'est la prise de conscience grandissante, pas partout, mais quand même, de la notion des droits de l'homme dans l'éthique de la guerre. Et ça aussi, ça a pesé. Tout ça a fait que confiner la guerre au domaine militaire, mesurer son intensité au seul nombre de morts ou de blessés,
ça devient chaque jour plus obsolète. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des morts ou des blessés. On le voit en Ukraine, évidemment, tous les jours. Mais c'est sans doute plus là que les choses se jouent. Au cœur des engagements de confrontation chaude, au cœur des tentatives de passage en force, hein, il y en a toujours. Et les paroxysmes militaires qu'on a pu connaître ont cédé la place de façon générale à une sorte de conflictualité tiède, globale, mais continue, avec évidemment des variations de température à la baisse ou à la hausse. Je parle d'une façon générale, parce que comme vous le comprenez bien, il y a des contre-exemples absolument partout, et la guerre en Ukraine, les conflits en Afrique, les affrontements au Proche-Orient peuvent évidemment apporter la contradiction à ces tendances générales que j'essaie de décrire. Cette notion de guerre hors limite, elle est depuis évidemment longtemps maintenant intégrée par les élites chinoises, qui sont toutes imprégnées de la culture stratégique maoïste. Hein. Elle est aussi pratiquée traditionnellement par les Américains, de trois façons différentes, de façon totale et directe, avec des adversaires comme Saddam Hussein, par exemple. Hein. Là, on y va à fond, la guerre, tous les moyens, etc. Ou les narcotrafiquants en Amérique, ou contre les narcotrafiquants en Amérique latine. Elle est pratiquée de façon totale mais indirecte, sans affrontement direct avec l'URSS. Hein, c'est la guerre des étoiles qui a permis finalement d'effondrer l'URSS, qui a plus les moyens de suivre. Et puis ça continue avec la Russie par le biais de pressions économiques très 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 fortes. C'est mis en œuvre aussi par nos amis américains de façon cette fois-ci couverte, cachée, non reconnue, mais totale vis-à-vis de leurs alliés. Hein, toutes ont de but, et notamment par exemple contre les Français, au titre de la décolonisation, et c'est encore avec la grille de lecture décolonisation que les Américains lisent ce qui nous est arrivé l'année dernière dans la zone subsahélienne de l'Afrique, ou en matière de compétition économique. Dans une vie antérieure où j'ai fait un peu de renseignements, je suis bien placé pour savoir qu'à la fois nos Américains, et les Américains étaient nos meilleurs amis sur un certain nombre de sujets, comme la lutte contre le terrorisme, mais ils étaient des adversaires implacables sur la compétition économique. Donc, les choses, encore une fois, ne sont pas aussi simples. Un certain nombre de pays sont pas du tout préparés à ce type d'affrontement. Je dis pas que les Français soient au top de cette nouvelle forme d'engagement de toute la société, évidemment, mais beaucoup par naïveté, par myopie, par une sorte de confort paresseux, ou par idéologie, refuse cette situation et continue à penser que non pas tout va bien, mais qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est ça qui nourrit notre inquiétude, cette inquiétude que saisissent très bien les sondages comme celui que je citais en introduction. On est en un siècle passé, à propos d'inquiétude, de l'inquiétude de ceux qui savaient. Après la guerre de 14. Après la guerre de 14, nos anciens, ils étaient inquiets parce qu'ils avaient connu cette guerre. Ils étaient inquiets que ça recommence pas. Pareil après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on est passé de cette inquiétude de ceux qui savaient à aujourd'hui une inquiétude parce qu'on ne sait pas. Mais on est toujours inquiet. Alors
on ne sait pas, mais on peut essayer de se donner les moyens pour mieux savoir, ou en tout cas pour mieux comprendre, quels sont aujourd'hui les pivots, aujourd'hui et demain, hein, les pivots de la conflictualité, les grands enjeux, et comment on peut essayer d'en conjurer les risques, sans pouvoir forcément limiter les occurrences, mais au moins essayer de se préparer et d'avoir bien identifié les enjeux et les risques. Quelques lignes de force des nouvelles conflictualités. Si je suis trop long, vous m'arrêtez. Vous m'aviez dit 1 heure, hein, donc je veux pas abuser, mais bon, quelques lignes de force qui sont susceptibles de se mettre en branle, d'être mises en branle dans le cadre de cette nouvelle forme de conflit. Alors, c'est toujours les mêmes ressorts qui sont à l'œuvre, hein. C'est la volonté de puissance des États, le partage des richesses, dans une moindre mesure l'idéologie ou la religion, mais même si ces fondamentaux restent là, les modalités, évidemment, elles se renouvellent. Alors, si on liste de façon un peu cursive ces quelques sujets structurants, d'abord, on doit s'inquiéter de la projection dans notre pays des conflits qui sont nés ailleurs. Ça, c'est pas tout à fait nouveau. C'est toute l'histoire du terrorisme des 50 dernières années où on venait régler sur le territoire national des affaires qui, a priori, ne nous concernaient pas directement. Ça a pris une nouvelle dimension avec l'identification aujourd'hui de certaines parties de l'opinion à des mouvements qui sont extérieurs, mais qui comptent. Ainsi, le conflit israélo-palestinien, à cet égard, il est emblématique et on peut dire qu'il a largement sous-tendu le regain d'antisémitisme qu'on constate aujourd'hui dans certaines parties de la population, et notamment chez les plus jeunes, de ceux que j'appellerais les immigrés de la 2e ou de la 3e génération d'origine musulmane, qui sont devenus antisémites à des taux qui sont franchement inquiétants. Autre sujet, autre inquiétude, c'est évidemment lié toujours à la religion ou avec le terrorisme d'inspiration islamiste. Celui-ci, il est moins brûlant car on a réussi à désorganiser largement la dimension militaire qu'il pouvait avoir à l'étranger, mais il est toujours extrêmement frappant pour l'opinion. Il a désigné la France, qui est un État, laïque, et notre liberté d'expression comme cible. Et même si il s'exerce aujourd'hui beaucoup plus sous la forme d'actions ponctuelles, individuelles, de gens qui sont pas toujours bien dans leur tête, et non pas par des commandites de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, il faut y faire très très attention. Dans un ordre différent, le partage des richesses qui est largement au cœur des questions de migration. Les inégalités ont cru ces dernières décennies, encore plus visibles par le développement des communications. Alors est en cause évidemment la croissance de la population mondiale et les écarts de développement et les disparités démographiques entre les continents. Disparités démographiques et disparités en termes de classe d'âge. J'ai noté que le pic annoncé de la population de notre planète en 2100, c'était 11 milliards d'habitants. Normalement, on ne devrait pas aller au-delà, parce que dès maintenant, partout dans le monde, le taux de natalité baisse, ce qui fait que quand on aura atteint ce pic dans une grosse cinquantaine d'années,
mécaniquement, sauf accident climatique majeur, enfin bon, on peut toujours imaginer, mécaniquement la population mondiale diminuera. Mais en 2100, c'est 11 milliards d'habitants, c'est 4 milliards 4 en Afrique et c'est 4 milliards 9 en Asie. C'est-à-dire que 83% de la population du globe sera entre l'Asie et l'Afrique, avec une proportion énorme de la jeunesse subsistante, alors que dans un vieux continent comme l'Europe, comme l'Amérique du Nord, comme la Russie, comme le Japon, etc., les jeunes sont, sinon une espèce tout à fait en voie de disparition, du moins moins présents qu'ailleurs. Déjà, aujourd'hui, 20% des moins de 20 ans sur le globe, 20% des moins de 20 ans, ils sont en Inde. Ils sont indiens. 20%. C'est énorme. Nourrir, soigner, éduquer, donner un emploi à tous ces jeunes pour les stabiliser dans leur pays, ça c'est un enjeu très fort en termes de migration. Je n'ai pas abordé la migration pour des raisons climatiques. Demain vous avez une planche là-dessus, donc je vais laisser les spécialistes parler de ça. Ça, c'est un enjeu qui relève fortement de notre responsabilité, et il faut reconnaître que les pays occidentaux, depuis 30 ans, n'ont pas été à la hauteur, et que les replis sur soi auxquels on assiste aujourd'hui partout, et bien davantage qu'il y a quelques années, laissent mal augurer de ce futur partage. Problème aussi, le capitalisme mondialisé dans sa forme actuelle de recherche de croissance infinie, c'est la croissance qui finance le reste, etc. Vous connaissez la chanson. Or, le modèle, il dysfonctionne. Ce modèle, il a dégradé la biodiversité, il a dégradé le climat, il a créé des bulles partout, il a créé de très grands écarts de richesse et une mauvaise, en termes économiques, c'est plus grave, une mauvaise allocation du capital là où on en aurait besoin. Ce capitalisme qui est peut-être la moins mauvaise des solutions d'organisation sociale. On a vu ce que donnait le communisme, par exemple. Ce capitalisme, il est en mauvais état, lui aussi. Il doit être réparé. Les grands systèmes techniques qui règlent notre vie quotidienne, ils présentent d'évidentes fragilités, tant par leur exposition numérique, la vulnérabilité numérique, que par les interdépendances sur lesquelles ils sont construits. On l'a vu encore récemment avec une panne gigantesque en Espagne. On l'a vu il y a 2 ans avec les Allemands qui se voyaient couper le gaz russe, etc. Alors à la fois, l'interdépendance des systèmes les a sauvés. Nous, on a eu peur parce qu'évidemment, on avait bravement mis toutes nos centrales nucléaires en révision à la même époque. On a eu peur d'avoir un peu froid l'hiver, mais enfin, on a quand même pu leur passer suffisamment d'énergie, d'électricité pour leur sauver la mise. Mais enfin, il n'en reste pas moins que tout ça n'est pas très raisonnable. C'est encore un sujet d'inquiétude. La course aux ressources naturelles rares ou aux ressources épuisables, elle continue avec des formes d'accaparement, de prédation. La Pasteur y faisait allusion tout à l'heure dans son propos. Toute pensée organisée, y compris scientifique, pour favoriser à partir de constats objectifs, une répartition équitable de ces richesses, leur emploi raisonnable, leur durabilité. Tout ça se trouve aujourd'hui contesté par un certain nombre de puissants qui sans doute n'y trouvent pas leur intérêt immédiat, mais cette situation gère à la fois de la frustration, de l'injustice et donc des conflits à venir. Un mot sur les nouveaux champs du possible, malgré des tentatives de sanctuarisation ou même de régulation. On a de nouveaux champs de compétition ouverts, comme l'espace,
comme les grands fonds marins, comme les pôles, comme l'espace cyber, comme l'intelligence artificielle. Et des entités non étatiques comme les GAFAM, qui depuis 15 ans expliquent que l'État, tout ça, les États, ça n'a plus d'importance, qu'ils sont au-dessus et qui construisent, eux, une civilisation mondiale qui renvoie à l'ancien monde les États. Les États, sauf un État, hein, suivez mon regard quand même, les GAFAM, ils se jouent absolument sans vergogne de ces règles internationales qui existaient, les méprisant, bien décidés à les contrer la plupart du temps, et aggravant ainsi encore l'inquiétude de nos concitoyens qui sont pour la plupart complètement dépassés dans la compréhension même de ce à quoi ils assistent. C'est tout ce modèle économique qu'il conviendra sans doute de réinventer, parce que on sent bien que, sans être en ruine, hein, il ne faut pas non plus être catastrophiste à ce point, il est assez à bout de souffle. On peut lister aussi quelques dimensions plus politiques ou institutionnelles qui marquent les difficultés de l'époque. Ces dimensions, elles sont assez liées entre elles. D'abord, l'affaiblissement de notre modèle démocratique. Malgré de nombreuses tentatives depuis des décennies et des décennies, ce modèle démocratique occidental, il n'a pas su convaincre là où la démocratie n'existait pas. Sa prééminence, ainsi que tous les instruments de régulation qui s'inspirent qui s'inspirent de ce modèle démocratique, ils sont contestés, notamment par les pays du Sud global, qui ont perdu confiance dans la capacité de l'Occident à garantir la stabilité, la sécurité, la richesse. Et ces pays préfèrent s'en affranchir de nos modèles pour mettre en place des outils qui leur conviennent davantage, malheureusement de façon pas toujours beaucoup plus convaincante. Mais ce modèle, il se trouve aussi chez nous en but à la montée du populisme, à la montée des régimes de plus en plus autoritaires, même où ils se sentaient le mieux établis, comme en Inde, ou comme dans un certain nombre de pays de l'Est de l'Union européenne, des pays où ce modèle avait pourtant longtemps fait rêver. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Va de pair avec ces contestations un recul du multilatéralisme. Christian Galtier y a fait allusion dans son propos d'intervention. Dans toutes ces dimensions, le gouvernement du monde par la stabilité du dollar et le libre-échange, tout ça a basculé dans la guerre commerciale. Et largement à l'initiative du président Trump, qui a été un peu lassé de constater pour son pays, qui veut toujours plus dominant, un trop faible retour sur investissement. Bref, tout ce qui est multilatéral, quel que soit le sujet, est aujourd'hui en panne par manque de financement, il faut le reconnaître, de nos amis américains. N'a-t-on pas une petite responsabilité de les avoir laissés tout payer, bien content qu'on était d'être moins sollicités. Loin de s'accompagner, comme on aurait pu le penser, de leur renforcement, la mondialisation finalement aboutit à un repli de toutes les instances qui sont vouées à accompagner cette mondialisation, que ce soit les éditeurs de normes internationales ou les grands régulateurs. L'invisibilité aujourd'hui de l'ONU, l'autorité perdue de son Conseil de sécurité en sont des signes évidents et bien malheureux.
Et puis, on pourrait lister toutes les organisations internationales qui sont en souffrance avec les conséquences qu'on connaît sur la santé, sur l'éducation, sur l'environnement. Je ne vais pas y revenir. C'est pareil pour la défense, où nos pays occidentaux, qui ont trouvé bien commode depuis la guerre de se placer sous le parapluie de l'OTAN, avec une notable exception française, il faut le reconnaître, qui est un pays qui conserve la totalité de la panoplie qui lui permet de prétendre à une autonomie en matière de défense et de sécurité. Les autres ont largement aliéné leur souveraineté. Et aujourd'hui, que l'oncle Sam menace de retirer son argent et ses soldats, il se trouve bien embêté face à de puissantes armées désinhibées de plus en plus à l'Est. Enfin, une forme de cacophonie européenne, l'incapacité de l'Union à dégager un mode de décision efficace, et jusqu'à ces avancées sur des sujets aussi importants que l'écologie, qui finalement aboutit à renvoyer de l'Union européenne une image punitive, ça ajoute à l'impression de désordre, alors même que ça devrait rassurer. Et là encore, en Europe, on observe un recul de la sensibilité aux droits de l'homme au profit de la sécurité, ce qui est toujours le réflexe quand on se trouve dans cette situation d'inquiétude. En resserrant la focale sur les États, on voit que nombre d'entre eux ne sont plus capables de jouer leur rôle d'État. On attend de l'État, en échange d'une forme d'aliénation de sa liberté, on attend de l'État un certain nombre de services, et notamment la protection. Et en poussant la notation, on se dit qu'autrefois, les États, ils poussaient à l'extérieur, qui faisaient la guerre pour asseoir leur puissance, pour défendre leur puissance, pour l'augmenter. Maintenant, c'est souvent leur décomposition à ces États, par une mauvaise gouvernance, par une incapacité à tenir leur rôle, qui devient un facteur de conflictualité. Les États faillis, eh bien, non seulement ils sont plus dans une compétition de puissance, mais je dirais qu'ils sont dans une compétition de faiblesse. Ils sont incapables d'instaurer la paix, mais ils laissent se développer chez eux les ferments d'un pourrissement et d'une violence dont ils ne pourront sortir que par d'autres violences souvent plus grandes encore. Aujourd'hui, la plupart des conflits qui durent dans des pays peu développés, c'est dans des pays en grave difficulté économique et politique, comme la République centrafricaine, comme les États sahéliens, comme l'Irak, comme le Yémen. Enfin, on pourrait allonger la liste. Dans ces pays-là, il n'y a plus de contrat social pour éviter de s'entretuer. On tombe donc dans des types de guerres qui sont des guerres de déchirement social, d'une communauté contre une autre, pour une raison de religion ou de culture, les bergers nomades contre les cultivateurs sédentaires, etc. Enfin, ce sont des choses qui sont bien connues. Le résultat, évidemment, de la disparition de l'État, c'est que toujours la population trinque. Bon, cette longue liste de sujets d'inquiétude, il faut avoir les yeux ouverts dessus, et puis il faut quand même essayer de voir comment on peut, sinon conjurer le risque. On voit ce délitement où on reproche aux politiques une forme de délitement, d'être incapable de mettre fin à des conflits, de ne pas avoir le sens de priorité, de toujours être dans le court terme plutôt que dans le sens du temps long. On s'inquiète des courses technologie, on constate les replis, les égoïsmes, etc. Bon, le tableau est très sombre. Mais pourtant, je crois qu'il n'est pas question de baisser les bras, sauf à donner raison aux barbares.
L'enjeu, et c'est bien celui de la géopolitique contemporaine, c'est d'abord de bien saisir la nature des transformations et des conflictualités. Pour peser, pour agir, il faut savoir de quoi on parle et bien prendre conscience des ruptures qui ont eu lieu ces dernières années. Alors, les Européens, et les Français n'échappent pas à ce travers, je l'ai dit, ils sont encore pénétrés de leur grille de lecture, aujourd'hui dépassés. Ils peinent à intégrer les nouveaux outils conceptuels, ils peinent tout simplement à se mettre à la place des autres qui, aujourd'hui, refusent, eux, les ingérences des puissances qu'ils estiment incapables, qu'ils estiment injustes, qu'ils estiment méprisantes. Le mur de la dette, les dérèglements climatiques, la nécessité qui est devant nous d'investissements extrêmement lourds, l'impatience de nos concitoyens, le désarroi de la jeunesse du monde, la guerre aux portes de l'Europe, la montée des intolérances de tous les côtés, nous contraignent à réagir. À défaut, nous subirons et on subira gravement et nos petits-enfants iront faire le ménage en Chine. En France, on n'est pas démunis. On n'est pas démunis. D'abord, on a de l'argent. La France est une puissance moyenne, mais qui reste quand même la 5 ou la 7e puissance du monde. Sur 180 États, il y en a quand même, je veux dire, si on se compare, on peut se rassurer un peu, à condition de ne pas vivre sur cette économie de rente, mais de faire quelque chose des moyens que nous avons et de les transformer en marge de manœuvre. On a des moyens techniques. On forme des ingénieurs, pas assez, mais ceux qu'on forme, ils sont parmi les meilleurs du monde. On nous les envie, on nous les prend d'ailleurs, malheureusement. On a une jeunesse, tous les sondages de monde, qui est beaucoup plus motivée, que qu'est-ce qu'on dit. Elle a envie de s'impliquer, elle a envie de travailler, elle a envie de changer le monde. Bon, on a un État qui tient. L'ancien fonctionnaire que je suis ne va pas dire le contraire, mais de fait, on a un État qui tient. On a un État qui n'est pas corrompu, on a une classe politique dont tout le monde dit du mal, mais on a quand même 500 000 élus locaux qui, tous les jours, sont à la manœuvre pour essayer que les choses se passent bien. On a une culture, on a une histoire, bref, on a les moyens de bouger. Vous allez me dire tout ça et peut-être un peu d'incantation, mais pas que. Et moi, je vois 3 moyens qu'il faudrait, sur lesquels on peut bouger. Des moyens qui sont de nature complètement différente. Oui, de nature différente. Voilà. D'abord, les sciences. Alors, les sciences, c'est la meilleure ou la pire des choses. Vous connaissez ça depuis longtemps. Mais nos concitoyens, ils sont très sceptiques, du fait d'un certain nombre de déceptions, du fait d'utilisation malencontreuse ou malveillante ou détournée des sciences. Ça inquiète. Et pourtant, la bascule que représente aujourd'hui l'intelligence artificielle, dont je suis loin d'être un spécialiste, ouvre des possibilités innombrables. Le prix Nobel de chimie de l'an passé, Denis Assalis, il considérait comme ça dans Time du mois dernier, mois d'avril, que les accélérations du développement de l'intelligence artificielle devraient doter l'intelligence artificielle, appelons-la l'IA, entre 2030 et 2035, donc c'est demain, dans 10 ans, dans moins de 10 ans, de la totalité des capacités de l'humain. La totalité des capacités de l'humain, avec un léger avantage, c'est que c'est l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, elle ne sait pas encore inventer d'une certaine façon. Elle peut que reproduire, mais elle a du mal à imaginer, à créer de nouvelles hypothèses, etc.
Ce que ce prix Nobel de chimie nous dit, c'est que dans 10 ans, l'intelligence artificielle créera elle-même les ruptures conceptuelles et scientifiques qui nous permettront de régler un certain nombre de problèmes et déjà d'éradiquer les pénuries de nourriture, d'énergie, de santé. Si on prend le domaine de la santé, l'intelligence, là je m'éloigne un peu de la conflictualité, l'intelligence artificielle, elle va permettre des traitements, une évolution formidable des traitements. D'abord, elle va pouvoir prévoir la maladie avant que les symptômes n'apparaissent. Ça, c'est déjà acquis. Elle peut imaginer la meilleure molécule en réponse à la maladie qu'on prévoit, mais dont les symptômes ne sont pas encore apparus. Et évidemment, elle permettra derrière d'optimiser le traitement finement pour chaque individu. Pareil pour les soins. Le robot qui dispensera les soins ou qui prévoira les soins, bien plus qu'un médecin ou qu'une infirmière, il aura la capacité à comprendre immédiatement le contexte, ce qui se passe et adaptera en temps réel la réponse. Bon, c'est ce prix Nobel de chimie qui le dit, c'est sa spécialité, l'intelligence artificielle, c'est pas la même, mais il me semble que c'est plus tout à fait de la science-fiction et qu'on peut retrouver là, plutôt que de craindre l'intelligence artificielle dont partout on ne fait que dénoncer les risques, etc. Bon, alors ce vagabondage là que j'ai fait sur l'intelligence artificielle prédictive en termes de médecine, le même système peut s'appliquer, je crois, à bien d'autres problèmes et en faciliter le règlement. Mais l'intelligence artificielle, aussi structurante qu'elle soit, ne réglera pas tout. Et ce qu'elle n'apportera pas, précisément, c'est la conscience. C'est la conscience et c'est le cadre donné à son exercice. Ça, c'est évidemment absolument fondamental et c'est quelque chose qui est encore largement devant nous. Or, et c'est mon deuxième point, il faut des règles. Il faut des règles. On ne peut pas se passer du droit. C'est vrai pour l'intelligence artificielle, c'est aussi vrai pour tout le reste. Ce droit qu'aujourd'hui on peine à faire respecter. L'état de droit qui est quand même le fruit de siècles de réflexion des plus grands philosophes, des plus grands théoriciens du droit, ce concept qui fonde les démocraties libérales, qui est jusqu'à preuve du contraire le modèle auquel nous sommes attachés. Le principe même de l'état de droit est remis en cause, peut être remis en cause, ses contempteurs voyant en lui je ne sais quel obstacle à l'expression de la souveraineté populaire. Or, principe, il est contesté, mais en dehors de ce principe, ne peuvent régner que l'anarchie et la loi du plus fort. Donc il faut restaurer cet état de droit et remettre le cadre et la règle dans un état comme entre les États entre eux. Bon, pour que chacun s'y soumette et le respecte, évidemment, la condition, c'est qu'il faut que cet état de droit, que la loi, soit ressenti comme juste par tous, qu'elle soit ressentie comme juste, qu'elle soit opérée par avec indépendance, et puis il faut aussi qu'elle soit appliquée avec fermeté. Vous voyez, ça fait tout un programme de pédagogie, mais ce délitement du droit, ce glissement, cette complaisance, cet à peu près qu'on voit maintenant s'insinuer partout, je crois que ça aussi, c'est un ressort qu'il nous faut reprendre. Pour le sujet qui nous concerne, je reviens au conflit, c'est évidemment tant les règles du droit international que les instruments multilatéraux de règlement des conflits, de modération, de régulation et d'intervention.
et d'intervention, parce que pour faire appliquer les décisions de droit international, il faut pas, de temps en temps, il faut pas mollir et faut y aller. Mais tout ça doit être évidemment repensé en dehors, en dehors des canaux, des seules références occidentales. Si on veut s'imposer, et il faut évidemment que ce soit une co-construction et pas un truc que les vieux pays imposent. Ça, gros travail pour nos diplomates. Enfin, de façon plus général, le dernier levier qui est le plus facile à exprimer, mais sans doute le plus difficile à tenir, à réunir, c'est bien sûr le courage. Le courage de ne pas renoncer, le courage d'imaginer demain avec une autonomie de pensée qu'on a largement perdu ou qu'on a sous-traité à des gens, à des structures qui pensent à notre place. Le courage de sortir d'un seul confort de consommateur individualiste pour construire avec humilité, j'y reviens, et respect des autres, des solutions collectives. Des solutions collectives, on ne s'en sortira pas autrement. Le courage d'entreprendre et le courage aussi de se montrer exemplaire. De se montrer exemplaire, par exemple, dans le respect des règles qu'on souhaite voir appliquées à chacun. Non pas être exemplaire pour être un exemple, hein, ce n'est pas tellement ça le sujet, mais être exemplaire pour être cohérent avec ce qu'on prêche, pour retrouver en toute chose une gouvernance moins chaotique, une gouvernance qui soit moins guidée par l'émotion, qui soit moins guidée par les circonstances que par l'anticipation, l'avenir et le sens des responsabilités. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça me paraît jouable en France. Les événements majeurs qu'on a connus depuis ces dernières années, le Covid, la guerre en Ukraine et les vaticinations du président Trump me semblent nous montrer le chemin. Nos compatriotes, ils sont indisciplinés, ils sont individualistes, mais ils sont pas bêtes et ils sont inquiets. Ils sont inquiets, avec un sentiment de leur vulnérabilité, comme je le disais au début, que tout peut arriver, que les meilleures choses peuvent avoir une fin, sachant tout ce qu'ils doivent à la société qui leur permet précisément cet individualisme. Je pense qu'ils peuvent se saisir de cette affaire et réunir de façon collective la perspective d'un réveil collectif, éclairé, conduit comme ils doivent l'être dans une démocratie représentative, mais au sens le plus large, par des intellectuels, par des pasteurs, par des gouvernants, des politiques, hein, sur lesquels on déblatère beaucoup, mais dont on ne saurait totalement désespéré, et enfin par cette collectivité des citoyens qui sont, à mon avis, parfaitement capables de porter cet effort.